j'ai construit la présentation sur 3 volets. Un sur c'est quoi InfoRoute. Je vois plusieurs visages qui ne sont pas très connus, donc j'imagine, je voulais passer rapidement. En tout cas, à la fin, vous me direz là, si jamais j'ai fait ça trop rapidement. Une autre partie qui commence à être plus intéressante pour nous, c'est les acquis. Qu'est-ce qu'on a fait dans toutes ces années-là et où on s'en va. Alors, InfoRoute est une société complètement indépendante qui a été créée en 2001. Le Québec s'est joint un peu plus tard, il y a maintenant 10 ans, ça fait 10 ans que je me suis joint à InfoRoute. On a un conseil d'administration complètement indépendante, mais il est financé pratiquement totalement par le gouvernement fédéral, par plusieurs tranches à travers les années, toujours avec des ententes bien spécifiques et pour donc à peu près 2,1 milliards jusqu'à maintenant. Naturellement, on a des stratégies de ne pas investir complètement à 100% au niveau des projets. Donc, le 2,1 milliards se décuple et avec les investissements qui se font conjointement avec les provinces, on peut parler d'un investissement à peu près de 3 à 4 milliards. Notre vision est assez simple, on l'a simplifiée d'ailleurs dans la dernière année, c'est de faire en sorte que les Canadiens soient en meilleure santé grâce à des solutions de santé électronique novatrices. Alors, il y a des mots-clés dans ça. Des solutions de santé électronique, bien sûr, c'est au cœur de notre mission de faire en sorte qu'il y ait une transformation qui s'opère au niveau de la santé, mais aussi le côté novateur qui de plus en plus nous appelle et nous amène vers des terrains qui nous n'étaient pas très connus dans les dernières années. Alors, on est parti de... D'abord, je dois dire qu'il y a un modèle assez unique à travers le monde d'investisseurs stratégiques. On voit toutes sortes de modèles, des modèles qui sont plus interventionnistes, si on parle de Kaiser Permanente ou de VA aux États-Unis, ou de modèles purement subventionnaires. Alors nous, on est dans le milieu. On investit, mais on suit nos investissements. J'ai une équipe, moi, d'architectes au niveau technologique, de spécialistes de gestion de changement. Régulièrement, on consulte les cliniciens. On fait en sorte que les différents intervenants du milieu, et là maintenant au niveau du patient même, on fait en sorte que les différents intervenants puissent travailler ensemble, faire en sorte qu'il y ait une vraie transformation qui s'opère à travers nos investissements. Alors, on a des stratégies opérationnelles. Comme je vous le disais, nos partenaires principaux sont les ministères de santé de chacune des provinces et territoires. Vous le savez, au Canada, la santé est de juridiction provinciale. Donc, on serait très malvenu d'aller directement et d'investir directement dans les projets. Ça ne fonctionnerait pas du tout. Alors, pour commencer, il a fallu donc travailler étroitement avec chacun des territoires et des provinces pour faire en sorte qu'il y ait une compréhension de notre mandat et qu'on puisse travailler étroitement à travers la livraison de nos objectifs communs. On investit conjointement, on investit très peu à 100%. Je dis très peu parce que ça peut arriver au niveau de l'évaluation des bénéfices ou de certains projets, programmes qu'on puisse augmenter plus que 75%, mais la très grande partie est à 75%. On fait participer les cliniciens, ce qui aujourd'hui va peut-être de soi, mais qui, il y a 10 ans, je peux vous assurer qu'il était un énorme défi de faire comprendre que de travailler ensemble va plutôt nous aider à arriver à nos fins, plutôt que d'effriter le pouvoir, que c'était perçu un peu comme ça par certaines administrations. Donc, on n'y est pas arrivé parce que malgré tout ce qu'on désire et malgré les bonnes paroles, des fois sur le terrain, c'est encore difficile de faire en sorte que les cliniciens soient maîtres d'œuvre et fassent en sorte que leur vision soit portée par les projets de transformation. Donc, on investit stratégiquement et un des aspects qui est très important, qui est devenu de plus en plus important, c'est l'évaluation des bénéfices. Parce que dans la façon dont on travaille, c'est qu'on travaille, moi j'ai des ententes où InfoRoute a des ententes avec chacun des ministères et des territoires. On procède par jalons, les jalons de déploiement, les jalons d'adoption. Et on se croyait vraiment bien bon au début quand on disait on va avoir des jalons d'adoption, on va s'assurer que les cliniciens adoptent. Ça, c'est vrai. Ça nous a aidé beaucoup à faire en sorte qu'on puisse adopter. Mais aujourd'hui, quand on fait des études d'évaluation des bénéfices, on se rend compte que adopter, c'est pas tout. C'est comment ça se fait aussi, comment cette transformation-là se fait. Et je peux vous dire qu'on a des grandes révélations de ce temps-ci sur ce qui doit être encore fait pour faire en sorte que la maturité puisse faire en sorte que l'utilisation est bien au-delà que juste une utilisation primaire. Je vais y revenir à ça. Donc, on procède par programme, on a 12 programmes et la raison est fort simple, c'est qu'on ne voulait pas s'effriter dans toutes sortes d'investissements à droite et à gauche. On voulait faire en sorte qu'il y ait une pérennité à ces programmes-là et que des projets qui émanaient, qui commençaient à s'installer dans chacune des provinces et territoires fassent en sorte qu'au bout de la ligne, on puisse avoir des
des projets avec lesquels on fait une vraie transformation au niveau canadien. Alors, on est au niveau, naturellement, il a fallu commencer avec les fondements, les registres, l'identification unique des patients, des intervenants, des lieux au Québec, ce que j'appelle la colle, qui est la couche d'accès à l'information, une espèce d'immense routeur qui fait en sorte que les informations puissent transiger de façon sécuritaire. Ça, c'est vraiment la partie du bas. Et là, après ça, on commence avec la numérisation des données au niveau de l'imagerie diagnostique, la capture des informations des médicaments en pharmacie communautaire et en institutionnel dans des bases de données pour faire en sorte qu'ils puissent être partagés. Les résultats de laboratoire aussi qui sont maintenus au niveau centralisé. Et après ça, on a commencé à penser à d'autres programmes qui seraient un peu plus avancés au niveau de l'utilisation. Mais je vous dirais qu'on est encore très largement à livrer les programmes de base, même s'il y a des programmes plus d'innovation pour rejoindre les patients, entre autres, pour faire en sorte, au niveau du e-scheduling, au niveau des maladies chroniques, d'avoir des solutions au niveau des maladies chroniques pour que les patients soient mieux suivis et à domicile et par les cliniciens, qu'il y ait une meilleure collaboration entre les intervenants qui sont en sorte l'ensemble des programmes. On a aussi un très gros programme qui est la mise en place des DME, des dossiers médicaux électroniques en première ligne. Au Québec, ça a été annoncé il y a un an, une nouvelle mouture va être annoncée sous peu, une amélioration du programme, mais dans l'ensemble du pays, il y avait déjà 6 programmes qui étaient en place, surtout dans les provinces de l'Ouest et dans l'Ontario, pour faire en sorte d'informatiser les médecins de première ligne et les médecins qui œuvrent en cabinet. On est aussi présent dans les cliniques externes des hôpitaux, donc on a des programmes à cet effet-là pour informatiser tout ce qui a rapport au continuum de soins dans le fond. Tout ça dans le cadre d'une architecture technologique, comme on partait partout à travers le pays, il fallait quand même se doter d'un cadre qui faisait en sorte qu'on n'était pas dans du point à point, mais qu'on était plutôt dans la création de grandes bases de données qui puissent être accessibles de façon sécuritaire et aussi normalisées par un ensemble d'outils. On a toujours été très ouvert par des outils qui pourraient communiquer avec ces bases de données-là. Au début au Québec, on parlait beaucoup d'un visualiseur pour accéder aux données. Ça a beaucoup évolué, ça, et maintenant on est plus dans l'interopérabilité pour faire en sorte que le dossier médical électronique est installé en première ligne, le dossier d'hôpital qui est installé puisse être interopérable avec les bases de données et que dans le continuum de soins, les informations puissent être partagées. Alors que ce soit d'un appareil mobile, que ce soit d'un hôpital, de la pratique privée, on devrait à terme être capable de communiquer les informations qui sont jugées pertinentes par chacun des ministères et territoires. Au Québec, vous savez, c'est 6 grands champs de données. On est au niveau du labo, l'imagerie, le médicament, l'allergie, l'immunisation et la vaccination. Dans d'autres provinces, ils sont déjà rendus au niveau des sommaires hospitaliers. Au niveau de la référence, on appelle du e-referral, la référence entre des consultations. Donc, ce sont tous des applications dans lesquelles InfoRoute investit. Tout ça, ça va à travers la diapo très longuement, mais tout ça à travers des normes. Les normes font en sorte que c'est un langage qu'on se donne pour faire en sorte qu'on puisse se parler éventuellement pour traverser la rue, après ça pour être dans la région, éventuellement au-delà dans la province, éventuellement, probablement, au-delà de la province, quand les mécanismes de sécurité des lois vont être harmonisés au niveau du pays. Alors tout ça, ce sont des normes technologiques, on parle beaucoup d'HL7, mais surtout de normes de terminologie qui deviennent très importantes parce que c'est la langue dans laquelle on doit traduire les informations cliniques pour qu'elles puissent être comprises et en français et en anglais et dans toutes les langues. En fait, InfoRoute est l'organisation des normes canadiennes SIE à InfoRoute depuis quelques années. On fait partie au niveau du Canada d'un ensemble de collaborations, mais aussi au niveau mondial. On fait partie d'organisations mondiales comme ISO, comme HISO, pour faire en sorte que les normes mondiales qui émergent puissent être implantées aussi au Québec et à travers le Canada. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui, qui est probablement la partie la plus intéressante, une des plus intéressantes en tout cas. On a on a 387 projets à travers le pays. Ce ne sont pas tous des projets avec nos partenaires, il y a aussi eu des projets internes pour faire avancer certaines informations. Mais donc, un ensemble de projets dans à peu près tous les programmes. Comme vous voyez, il y a 10 ans, quand je me suis joint,
Québec était vierge au niveau des projets, puis on a rattrapé l'ensemble des programmes. Donc, le Québec est actif dans tous les programmes maintenant d'Inforoute au Québec. On a fait d'importants progrès, puis il faut souligner, et je vais en parler plus précisément domaine par domaine, parce que c'est important d'en parler. On a maintenant des informations qui viennent, on a fait beaucoup d'études pour quantifier, essayer de qualifier aussi, puis de voir un peu où on en est pour voir où on va aller. Alors, on a fait donc d'importants progrès. Naturellement, tout n'est pas égal. Il y a certaines provinces qui sont plus avancées, il faut dire qu'elles avaient commencé bien avant d'autres provinces. Il y a des provinces dans lesquelles c'est plus complexe, il ne faut pas se le cacher, l'Ontario et le Québec, c'est plus complexe, il y a plus de joueurs, il y a plus de régions, ça prend plus de temps d'arrimer les fédérations, les ministères, les régions, les différents constituants ministériels avec donc les établissements. Donc, ça prend plus de temps, mais on y arrive. Il y a aussi au niveau, si on regarde au niveau, le cube au niveau programme, évidemment, le médicament est plus difficile à faire et le laboratoire aussi, pour des raisons qui sont intrinsèques. Si je parle du laboratoire, on s'est rendu compte que l'alignement des bénéfices n'était pas vraiment là. Donc, un établissement qui, lui, doit mettre beaucoup d'efforts pour se brancher, ne voit pas vraiment de bénéfices pour lui ou pour ses intervenants. C'est beaucoup plus pour la première ligne. Donc, ça sort un peu de son giron au niveau des bénéfices. Donc, la motivation, des fois, n'était pas tout à fait là. En plus, il a fallu normaliser. Il y avait beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de données au niveau des résultats de laboratoire. Tout n'est pas normalisé. Tout n'est même pas en données discrètes. Il y a beaucoup de données encore qui sont produites et qu'on ne peut que communiquer, mais qu'on ne pourra pas manipuler parce que les systèmes informatiques de base, les sites dans les hôpitaux ne sont pas encore rendus là. C'est d'énormes défis là, par rapport au laboratoire. Au niveau médicaments, ben, je peux parler du Québec parce que je vous dirais qu'au niveau médicaments, le Québec a travaillé très très fort dans ce sens-là. L'alignement entre les différentes associations médicales et entre la Fédération des médecins, entre l'Association des pharmaciens propriétaires, le ministère de la Santé, il y a eu à peu près tout ce qui pouvait arriver d'arriver. Tout le monde a utilisé le dossier à des fins souvent corporatives. Finalement, il y a finalement eu un alignement, mais entre ça, il faut faire un travail, il faut brancher chacune des pharmacies une à une. Il faut faire en sorte aussi que si on veut se rendre au niveau des prescripteurs, que le flux d'informations entre les prescripteurs, donc qui se passe souvent dans des DME, à l'intérieur des cliniques médicales ou à l'hôpital comme tel, donc que les systèmes soient interopérables, que des champs de données soient normalisés jusqu'à la posologie. On vient de se rendre compte de ça dernièrement, qu'il fallait aussi normaliser la posologie parce que sinon ça amenait d'énormes problèmes. Et que finalement, tout ça n'est pas simple à faire arriver. Fait que, par rapport à la complexité des provinces, par rapport à la complexité des programmes, naturellement, ça fait tout un algorithme qui fait en sorte qu'on avance différemment, dépendamment des programmes. Mais malgré tout,